Et si ? La question centrale de la science-fiction est sans doute celle-là. Et si ? Une question qui permettrait de réfléchir sur le futur de notre société et qui plaît de plus en plus aux nombreux adeptes de ce genre artistique devenant davantage populaire dans notre monde pour toute sa subtilité et son intelligence. Mais une question survient. Pourquoi créer des histoires de science-fiction ? Pour avoir la réponse à cette question, je suis allé aux Utopiales, un festival de science-fiction attirant 90 000 visiteurs tous les ans et regroupant 6 pôles artistiques. Le cinéma, la littérature, les jeux vidéo, les jeux de rôle, l'art plastique et la science, afin de traiter du même sujet, la science-fiction. Et c'est en rencontrant 9 intervenants de ce festival, ou plutôt 9 acteurs de la science-fiction, que j'ai pu avoir la réponse à mes questions. Mais avant de se poser toutes ces questions, définissons ce qu'est la science-fiction de manière générale. La science-fiction est l'art de réfléchir aux conséquences des progrès scientifiques en transportant des choses préexistantes dans notre société pour les regarder d'un autre côté afin d'anticiper toute dérive. Alors ne perdons pas de temps et partons dans ce monde qu'est la science-fiction pour trouver les réponses à nos questions. Science fiction, you're creating it all yourself. You're creating a world. You're creating every aspect of the world. So that's a very powerful literature. Donc la science-fiction, c'est une littérature qui essaye d'anticiper pour que nous, peuple lecteur, on sache à quelle sauce l'avenir va nous manger et on essaye de préparer cet avenir tous ensemble. For me anyway, it's about the future. It's not about predicting things are going to be correct. It's about possibilities. Quand Le Meilleur des mondes a été écrit, c'était en 1931, ça parlait de biotechnologie. À l'époque, il n'y avait même pas encore d'antibiotiques. Donc, comme ça a été un grand succès, le peuple des lecteurs, le peuple des citoyens, a pu réfléchir aux biotechnologies et à ces dangers avant que les biotechnologies ne commencent à sévir dans la réalité. Un auteur de science-fiction, son principe c'est de prendre un peu de recul, c'est-à-dire faire un saut dans l'espace-temps, comme s'il montait au sommet d'une fourmilière et qu'il regardait les mouvements d'ensemble de la fourmilière et qu'il disait ben voilà où va la fourmilière si on va dans cette direction-là. Et donc il se met en sentinelle pour dire si on continue dans cette direction, voilà ce qui risque de se passer. So it's like you're standing in a boat on the ocean. Now, if you're doing historical fiction, you're looking back. If you're doing science fiction, you're looking forward into where the ocean is taking you. And because you're doing that, you have the possibility of moving the boat here, or moving the boat there, or moving it someplace else. C'est des récits, des histoires qui, quelque part, ont remis au goût du jour des mythologies, les contes, les choses comme ça, mais qui les ont traduits à travers tout ce qui commence à nous entourer, c'est-à-dire la technologie, et tout ce qui sont un peu nos aspirations et nos spéculations comme ça. Un jour on ira sur la Lune, un jour on ira au fond de l'eau, un jour on pourra se balader dans l'espace, un jour on va fabriquer des créatures artificielles. C'est aussi pour poser des interrogations fondamentales sur l'humanité, je pense,
qui ont lieu depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est en âge de conscience, je pense, et que se pose des questions sur ce qu'il est lui, des questions qui ont été posées par des textes sacrés, par les mythologies anciennes, etc. Et donc, c'est de reprendre cette interrogation à la lueur des nouvelles avancées scientifiques. Elle permet d'extrapoler à partir de connaissances scientifiques, d'extrapoler des univers, des situations, de se projeter dans le futur, de revenir dans le passé. Elle est beaucoup plus ouverte que les terrains habituels de la fiction. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que l'être humain, il a besoin qu'on lui raconte des histoires. Et il a aussi besoin d'un outil qui s'appelle la science. Et là, c'est la première littérature qui justement mixe les deux, qui mixe le fait de raconter des histoires, mais parfois en allant explorer aussi les problématiques que nous apporte la science. Elle est quasiment sans limite, et ça se voit d'ailleurs maintenant dans ce qu'on peut voir aux Utopiales, qui rassemble à la fois de la littérature, du graphisme, du cinéma, et aussi un discours scientifique. On peut voir toute la variété qui est à l'œuvre. Les histoires de science-fiction nous permettraient donc tout d'abord d'anticiper et de réfléchir sur l'avenir et le futur de notre monde, pour ainsi prévenir la société des possibles dérives d'une innovation. De plus, elles permettraient de reprendre les grands mythes et histoires de l'humanité en les réadaptant avec la nouvelle technologie et la science. Après cette réflexion, nous pourrions se questionner sur la création de ces histoires dont le principal objectif est donc d'améliorer la société, les comportements humains et notre monde de manière générale. Comment sont-elles conçues ? Quels ingrédients permettent à une histoire de faire partie du genre de la science-fiction ? Comment la science-fiction dénonce pour tenter d'améliorer l'humanité ? D'abord, il y a toute une part de la science-fiction qui joue plutôt de la métaphore. Par exemple, Alien, la saga Alien, c'est une saga qui évoque des thèmes fondamentaux sur la communauté humaine, la lutte des classes, le rôle de la mère, enfin la maternité. Et donc, elle permet d'être très, très, très symbolique. Look at the parts of society that, if they went really, really, really wrong, what would happen? And if they went really, really right, what would happen? And what is the promise and the peril of both potential outcomes? And the best science fiction that I love, does both, shows you what could go right and what could go wrong, to help kind of be a guide for us as we make decisions and hopefully influence the people that make decisions as we move forward. Si on prend par exemple 1984 de George Orwell, il va prendre une dictature totalitaire et il va l'étendre jusqu'à l'absurde presque, jusqu'à l'extrême, pour nous montrer exactement en fait les tenants et aboutissants d'un régime totalitaire. Et comme il nous montre un petit peu l'absurde de la situation, c'est une façon de le dénoncer. Je crois que c'est vraiment la qualité que doit avoir un auteur ou une auteure de science-fiction, c'est d'arriver à imaginer ce que l'être humain, qui a une imagination phénoménale, va pouvoir faire de très bien et de très mal avec une innovation qui a l'air... au début, l'opium, c'était juste pour soulager les rages de dents, quoi. On n'aurait jamais imaginé qu'il y allait avoir une épidémie de morphinomanes, puis après on s'est dit la morphine c'est dangereux, du coup on a sorti l'héroïne pour sevrer les morphinomanes, ça a très bien marché. Huxley, lui, dans Le meilleur des mondes, il va plutôt justement, ça s'appelle Le meilleur des mondes, c'est-à-dire justement montrer un monde qui soi-disant est un monde idéal, et un monde où tout le monde est heureux, un monde où le malheur n'existe pas. Et en fait, ça aussi, ça nous interpelle parce que justement, la façon dont ce bonheur existe est complètement
artificiel, c'est une drogue, on empêche les gens de penser, etc. Et donc là aussi, c'est une façon de dénoncer. Surtout en ce moment, on parle beaucoup dans l'actualité de réchauffement climatique, on a beaucoup plus d'œuvres, plutôt des séries que des films, qui extrapolent où l'humanité va se retrouver si elle ne change pas sa façon de faire. Et donc forcément, un auteur de science-fiction va être critique des dérives qui peuvent advenir dans la société suite à une innovation, que ce soit dans le domaine pharmacologique ou dans n'importe quel autre domaine. C'est ainsi que la science-fiction dénonce pour tenter d'améliorer l'humanité, c'est-à-dire en utilisant des symboles forts et importants dans ses histoires. Elle peut aussi montrer un monde qui irait dans les extrêmes, afin de montrer l'absurdité d'un phénomène pour le critiquer et le dénoncer. Cependant, ce rôle précis de la science-fiction est de plus en plus remis en cause ou tout simplement bâclé dans les productions audiovisuelles actuelles. Du moins, c'est l'avis de plusieurs intervenants rencontrés aux Utopias. Et énormément de romans de science-fiction s'occupent plutôt de l'humanité, de ce qu'elle est, de ses valeurs, de son éthique, que finalement proposer des dystopies avertisseuses. Ça a déjà été fait 1000 fois, tu vois, depuis 1984 ou Le Meilleur des Mondes, qui sont les grandes critiques de la société et les grandes dénonciations des sociétés possibles. Si tu veux, pour l'instant, le refuge de ce genre d'histoire, c'est des dystopies stupides pour adolescents, du type Divergente ou Hunger Games. En fait, ces films sont rigolos, mais ils prennent comme base des dystopies qui ont déjà existé 40 ans avant. Et surtout, elles n'ont pas du tout compris de quoi ça parlait, ces dystopies d'avant. En fait, dans Hunger Games, la fille, elle s'en sort toute seule. Elle n'a aucune perspective collective, en fait. Sauf peut-être dans le deuxième ou le troisième, je sais pas. Il y a un moment où elle mène à la révolution, mais au départ, elle s'en fout complètement des autres. Elle veut juste sauver ceux qu'elle aime. Et ça, c'est pas une perspective de science-fiction, c'est une perspective non collective, tu vois. La science-fiction peut critiquer les comportements humains, elle peut servir d'avertissement, elle l'a fait pendant longtemps quand la science-fiction était principalement de la littérature, mais elle a perdu ce caractère quand Hollywood s'en est emparé, parce que Hollywood cherche à gagner de l'argent en vendant beaucoup de tickets, beaucoup de places. Et les messages profonds, les messages d'avertissement sur la société ne sont pas les bienvenus quand Hollywood lui-même, quand je dis Hollywood, c'est une façon de penser, c'est-à-dire le système de profit maximal, lui-même représente le système que la science-fiction serait apte à critiquer. Et là, tu vois, dans ce genre de truc, il y a effectivement une tentative vague de dénonciation de la société, mais elle est vite noyée dans le confort, l'écran plat, et tu sais, à la fin, voilà ce qu'elle a. Elle a le confort, l'écran plat, et les chaussettes au coin du feu. Je dirais que la seule manière d'utiliser la science-fiction aujourd'hui pour donner des avertissements, c'est de faire de la science-fiction qui ne coûte pas cher. De la science-fiction modérée, de la science-fiction qui est discrète au niveau de son investissement. Et on peut arriver à des choses fantastiques comme la série anglaise qui s'appelle Black Mirror, dont le coût financier est relativement bas et qui donc a une certaine liberté en plus parce que c'est une série anglaise et que les Anglais sont beaucoup plus intelligents et savants que les autres, arrive encore à faire de la science-fiction qui a cette caractéristique et ce potentiel d'éducation, d'avertissement, de mise en abîme, cette capacité philosophique. Mais il ne faut pas oublier un autre aspect de la science-fiction, qui est le divertissement. En effet, l'autre rôle de la science-fiction est de nous distraire à travers les histoires qui nous est racontées. Que c'est un aspect soit mis en premier ou en arrière-plan. Il sera toujours là pour nous faire rêver, nous faire peur, nous rendre tristes, nous étonner ou encore nous rendre heureux. C'est ainsi que je me suis posé la question suivante. Comment la science-fiction peut-elle réussir à nous divertir ? Les premiers récits de science-fiction, de ce qu'on appelle la science-fiction, c'est Jules Verne. Et ça ne s'appelait pas de la science-fiction, à l'époque ça s'appelait les voyages extraordinaires. On va sous l'eau, on va sur la Lune, on va des choses comme ça. Donc c'est des choses qui emmènent un spectateur, un public, vers un imaginaire, et on a besoin de rêver comme ça pour se sortir du quotidien.
Je pense simplement parce qu'elle propose des aventures déjà, et des merveilleux voyages dans le sens Jules Vernien du terme, c'est-à-dire les bouquins de Jules Verne est considérés comme les nouveaux voyages extraordinaires, et que la science-fiction, parce qu'elle aborde des lendemains inconnus, qu'elle fait des sauts dans l'espace-temps, elle propose des voyages inconnus. Donc déjà il y a un attrait, c'est un effet très propre à la science-fiction qui s'appelle le vertige, c'est-à-dire on est projeté par une sorte de toboggan géant vers un ailleurs, et on perd tous ses repères, et donc là ça crée une sensation de dépaysement et donc de voyage extraordinaire. Le cinématographe était dans les baraques foraines, on allait découvrir un train qui rentrait en gare, ou après on allait découvrir l'inventeur du cinéma de science-fiction qui est Georges Méliès, avec le premier voyage dans la Lune ou l'exploration du pôle Nord, des choses comme ça. Il faut ne pas négliger la dimension divertissante de la science-fiction. Sous la dimension divertissante, après, il y a des pistes de réflexion et l'interrogation philosophique. Mais d'abord, le premier degré, c'est l'aspect divertissant. On a à la fois du popcorn, si on peut dire, on a des vaisseaux spatiaux, on a des robots, on a des planètes exotiques, et des voyages interstellaires, etc. Donc c'est vraiment du spectacle, c'est de l'imagination, c'est du rêve, du merveilleux presque. Et en même temps, on a de la substance, parce que si c'est juste un voyage spatial, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière le voyage. Et donc, c'est en combinant ces deux éléments que la science-fiction tire sa grande force. C'est la capacité, justement, à nous donner à rêver, tout en nous faisant réfléchir. You know, J.J. Abrams has this great quote about when he was making Star Trek, the first Star Trek movie. And he said, people have seen a spaceship flying around a million times. They don't care. No matter how many special effects I do, they won't care if that spaceship is in danger. But if they really care about the people that are inside that spaceship, if I do a good job of really making them worry that those people are going to be okay, then when the audience sees the spaceship, they will care. The real stories are not about good against evil. They're about different ideas and concept of what is good and what is evil. And that's the real war. So that's how science fiction can be forward-looking and at the same time be dramatic. C'est donc de la sorte que la science-fiction peut arriver à nous divertir. Autrement dit, en nous envoyant vers des univers et des mondes inconnus pour créer un effet de dépaysement en nous. Et c'est ainsi qu'avec la combinaison d'imagination, de spectacle et d'affrontement entre plusieurs visions idéologiques que la science-fiction réussit à être aussi singulière et importante. Néanmoins, la question des productions audiovisuelles actuelles refait surface avec de nouvelles interrogations sur sa légitimité par rapport aux films livres créés avant les années 90 et 2000. Get down. Si on peut nous divertir, elle peut nous faire rêver. D'ailleurs, je crois qu'elle ne peut que faire ça aujourd'hui, parce que le prix de fabrication des films nécessite que ces films soient tournés vers un public de consommateurs plutôt adolescents, qui ne cherchent pas forcément des histoires en profondeur, mais qui cherchent plutôt des histoires divertissantes. La vraie question, c'est est-ce que la science-fiction n'a pas un autre rôle que de nous divertir ? Aujourd'hui, le système l'interdit. Moi, je suis né, je suis plus âgé que vous, je suis né dans une période où les films de science-fiction qui sortaient ne cherchaient pas particulièrement à divertir, ils cherchaient à nous exploser la tête et à nous plonger dans l'infini et à nous faire nous refléter l'âme humaine et nous exploser le cerveau. What you see now in science fiction on television is and movies for the most part, Marvel stuff and crap like that, is not a real story, it's a lot of action. We'll shoot these people, we'll shoot those people, we'll kill these people, and then we'll chase people in the car, and it's visual. Aujourd'hui, la science-fiction, c'est du merchandising, c'est du Star Wars numéro je sais pas combien, du Alien je sais pas combien, c'est du jouet, c'est des ventes pour les supermarchés et les t-shirts. You have to entertain people, or they're not going to watch it or read it just because you're telling them what you want to tell them. You have to tell them in a drama. So that's not just science fiction. That's any kind of fiction that's any good has to do that.
Ceci étant dit, cette réflexion sur le rôle, l'utilité et la fonction de la science-fiction nous amène à un point qui risque de diviser, sa nécessité dans notre société. Est-elle importante au point d'être essentielle ou est-elle seulement existentielle et secondaire ? Une question qui peut devenir de plus en plus importante à notre époque. La science-fiction est-elle indispensable dans notre société ? Est-ce que vous poseriez la question, est-ce que la science-fiction est indispensable à un migrant qui a traversé la guerre en Syrie et tout l'océan pour venir vivre sur une plage dans le sud de la France où il va se faire arrêter et rejeter à la frontière? Est-ce que la science-fiction est indispensable pour lui? Je pense que non. Ce qui est indispensable, c'est de travailler pour manger, se vêtir, se reproduire peut-être un peu, mais de moins en moins parce qu'on est quand même 7 milliards. Tu vois, soigner ses enfants, ça c'est indispensable. Après, c'est de l'art, donc c'est un luxe. Et donc c'est la différence entre la vie et la survie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tant qu'on fait ce que je viens de dire avant, on est dans la survie. Et quand on crée, on est dans la vie. Je pense que pour trouver la science-fiction indispensable, il faut être dans une problématique de riche. Alors, il y a des gens pour lesquels la science-fiction peut devenir indispensable, mais je pense que ce sont des gens qui ne sont pas dans la réalité. En tout cas, pas dans une réalité urgente. Il y a donc tout d'abord un premier groupe, les intervenants qui pensent que la science-fiction n'est pas indispensable, que c'est un luxe et que ce n'est pas essentiel dans notre société. C'est même pas que c'est indispensable, c'est que ça tombe sous le sens. Vous ne pouvez pas inventer, je sais pas, le téléphone portable, la fusée qui va dans la Lune, l'opium, enfin l'héroïne, ou les réseaux, les robots, les drones, les biotechnologies, le clonage, sans qu'il y ait quelqu'un qui se dise « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel beau sujet pour un roman !» Et là du coup on appelle ça un roman de science-fiction. Je pense que c'est pas que la science-fiction est indispensable, je pense qu'elle est juste... elle coexiste naturellement avec l'esprit humain et ça serait difficile d'imaginer des arts sans de la science-fiction, ni dans l'art graphique, ni dans l'art audiovisuel. Ça serait très 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 compliqué. L'art, c'est jamais qu'exprimer des interrogations, des angoisses ou des désirs à travers un médium. Voilà, alors ça peut être l'art plastique, ça peut être un livre, ça peut être un film, mais l'être humain, oui, en tout cas, l'être humain est profondément créatif, créateur d'œuvres artistiques, dans lesquelles il incarne tous ses rêves et ses angoisses. Ensuite, un autre groupe pense que ce n'est pas vraiment indispensable, dans le sens où c'est plutôt inévitable et implacable. Il serait donc impossible de déterminer son indispensabilité dans notre monde. Avec la science-fiction, on peut se dire, si cette pratique se généralisait, qu'est-ce qui se passerait? Et finalement, c'est la seule façon qu'on a d'imaginer le futur, et donc de faire attention par rapport à ce futur. Yeah, I think having science fiction is essential. It's one of the tools that we use for dialogue with everyone else in our culture. So we need to have science fiction so that we have people that are dreaming of what could come next and people that are warning us of what could come next. Oui, je pense qu'elles sont encore plus indispensables parce que la science progresse à une grande vitesse, les technologies, et ne nous laisse pas de temps de réflexion. Il n'y a pas de place pour la réflexion dans nos sociétés ultra-consuméristes où il faut consommer très rapidement. Et les seuls espaces de réflexion sont occupés par la science-fiction parce qu'elle, par ce que je disais tout à l'heure, par le biais de la projection, permet de réfléchir, d'anticiper, donc de réfléchir sur les évolutions. You know, hopefully when people see Mad Max or something where the world is completely destroyed, it makes them want to not destroy the world. But some of us, you know, dream about maybe what it would be like to live in a world where everything's gone, you know, into a disaster. But it's a very important tool to kind of show what could go right and what could go wrong. C'est utile d'avoir plein de points de vue. Ce qui est vraiment utile, c'est de pouvoir partager. On ne peut pas forcément être d'accord,
fois, mais avoir imaginé des différents points de vue, voir ce que peuvent imaginer d'autres gens, je trouve que c'est vraiment un moyen de communication qui est absolument incroyable. Je pense que c'est un outil formidable pour parler du monde, donc plus le monde est en difficulté, plus cet outil est indispensable. Et enfin, un dernier groupe montre que la science-fiction est essentielle et qu'elle permettrait d'améliorer notre monde grâce à sa réflexion et sa subtilité. Une autre question qui peut diviser, mais aussi unir. C'est la question des œuvres artistiques qui représentent le mieux la science-fiction. Nous avons tous une certaine vision personnelle de la science-fiction, ce qui peut donc expliquer cette division. Mais cependant, certaines œuvres se démarquent par rapport à d'autres et tentent plutôt à unir. C'est ce que nous allons pouvoir découvrir tout de suite. En littérature, parmi les livres qui m'ont le plus marqué sont des livres qui ne correspondent à rien d'autre dans le genre. Par exemple, Créateur de monde de Olaf Stapledon, qui est un livre qui a été écrit en 1939 par un astronome devenu auteur de science-fiction, qui a écrit ce qui est pour moi le roman de science-fiction le plus délirant, le plus hallucinant et le plus extraterrestre qu'on puisse écrire. Oh, say Jeff Moon, who has a lot of trouble being published in a major way in the States. Philip K. Dick, who should have got, who deserved a Nobel Prize. The first 2 or 3 versions of Dune. Si on prend par exemple Dune de Frank Herbert, Dune c'est une œuvre qui va nous transporter vers une planète qui n'a pas grand chose à voir avec la nôtre, mais en même temps qui va nous poser des problématiques qui sont les nôtres et qui va dénoncer des dérives et qui va, voilà. 1984 et Le meilleur des mondes, c'est un autre genre de science-fiction, une science-fiction dystopique, une science-fiction qui va être vraiment dans la réflexion sociétale. Alors après, il y a des films qui sont des aventures de terreur fiction comme Alien. Il y a de l'anticipation qui est plus ou moins réaliste comme Blade Runner, des choses comme ça qui sont des films de qualité. Mais les films de qualité que je peux vous citer, pour moi, ils s'arrêtent tous quelque part aux alentours fin des années 70, début des années 80. Après, toute la pourriture du cinéma trop commercial envahit les salles et c'est fini. Il n'y a plus vraiment de moyens. Pour moi, Jurassic Park, c'est pas de la science-fiction, c'est du délire. You know, the first one I saw when I was 10 years old was Jurassic Park by Steven Spielberg and Crichton, and I saw it way too young. I'd only ever seen like kid movies, and suddenly I was seeing dinosaurs eating people, and it completely terrified me, but it also made me realize the power of cinema and the power of imagination, that you could create a world where dinosaurs could be real. Tous les Américains de l'âge d'or de la science-fiction, entre les années 1940 et 1970, et ce sont eux qui m'ont nourri, et donc ma référence va vers ces auteurs-là. Plus un auteur moderne que j'aime beaucoup qui s'appelle Orson Scott Card, qui a fait par exemple La stratégie Ender, qui est un livre extraordinaire. Si vous prenez La stratégie Ender d'Orson Scott Card, c'est encore autre chose, c'est une science-fiction qui est peut-être plus accessible au grand public, qui va parler d'enfants qui font la guerre, etc. 2001 l'Odyssée de l'espace, pour moi c'était quelque chose de fondateur. C'était la première fois que je voyais un film qui m'emmenait vraiment dans l'espace, dans une fusée, des choses comme ça. Moi je viens d'une génération où même dans le réel, il y avait Yuri Gagarin qui volait autour de la planète Terre. Je pense que d'un point de vue cinématographique, le film de science-fiction qui est quasiment le seul qui pour moi se raccorde à ma définition de la science-fiction, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. J'ai du mal, j'ai eu cette conversation récemment avec quelqu'un, j'ai du mal à imaginer un autre film qui répond à 100%
à ce que moi j'utilise comme critère pour mesurer la science-fiction. En cinéma, il y a eu plein de choses en fait, parce que quand j'étais petit, j'ai vu Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, qui m'avait vraiment marqué à l'époque. Il y a La Guerre des Étoiles qui m'a marqué aussi pour d'autres raisons, des raisons plus esthétiques et aventureuses que réflexives. Je pense que c'est Star Wars parce que Star Wars, c'est une saga qui a créé des univers qui sont très familiers, finalement, même si ça se passe dans un futur, on ne sait même pas si c'est tellement loin qu'on ne sait même pas si c'est le futur ou un monde parallèle. Qui a à peu près tous les combats et les situations humaines que l'on connaît aujourd'hui dans le monde actuel. Donc Star Wars a créé tout ce qu'il faut en science-fiction. Il y a de la science quasiment dans toutes les scènes. Il y a des mythes et ça raconte énormément sur notre société. Books or films that tell great stories. The story is what counts. You can have the best style imaginable, but if you don't have a story that touches the heart of people in a positive way, you're not writing a great piece of art. Ce qui caractérise ces œuvres, c'est une façon rationnelle d'envisager le réel, et avec une partie de science.